Moi, je dois changer. D'accord. Petite transition vers le géopolitique, dont il va être question au cours de la prochaine demi-heure. Alors je vous dis tout de suite, je ne suis pas historien, je ne fais pas partie des stratèges du PC Jupiter de l'Élysée. Moi, je piste juste les flux de capitaux et éventuellement les déplacements de troupes. Et puis j'ai une autre petite marotte, mais je ne suis pas le seul au sein des écloclastes. Je regarde tout ce qui est propagande, éléments de langage, on adore ça, parce que on est aujourd'hui dans de l'enfumage médiatique à des échelles qu'on n'a pas connues probablement depuis la Seconde Guerre mondiale. Et quand on veut comprendre un petit peu comment les choses se passent, et qu'on allume sa télévision, par exemple, hier soir, sur France 2, on a un Pujadas ou un présentateur tout sourire qui vous met derrière lui des images enthousiasmantes d'une colonne de Peshmerga qui se dirige vers Mossoul où ça va être la fête. On va chasser les vilains barbus. Alors évidemment, ça va être des canons à fleurs, on va leur tirer dessus avec des mortiers qui lancent des bonbons, et puis des mitrailleuses lourdes crachant des carambars. Pas des méchantes munitions qui explosent et qui font des morts, comme ce vilain Poutine qui bombarde Alep-Est, où vous savez que là, quand même, plus de 70% des combattants sont des combattants étrangers. Beaucoup viennent, et les gens le savent peu, mais viennent de Chine. Ce sont souvent des Ouïghours. Et puis on a beaucoup de Tunisiens, on a pas mal de Belges et de Français. Donc ce sont un petit peu ces gens-là qui se font aplatir en ce moment à Alep-Est, parce que quand on parle du bombardement d'Alep, on dirait que Poutine bombarde la totalité de la ville. Non, c'est juste là où sont embusqués tous ces combattants venus un petit peu des quatre coins du monde pour en découdre avec l'Occident. Et bien sûr, donc Poutine, c'est un peu le méchant de l'histoire, mais je ne vais pas vous spoiler la suite de la conférence, parce que je vais laisser ça à Nicolas. Mais enfin, sachez tout de même que dans la slide que vous aviez là, vous constatez tout de suite que la Russie menace clairement l'Occident et qu'il est vraiment urgent de contenir Poutine, Assad, etc., parce que sans quoi on voit que la guerre au Proche-Orient va pas tarder à frapper à nos frontières. Mais on va vous en dire un petit peu plus et de façon un petit peu plus amusante également avec Nicolas. Merci Philippe. Donc pour cette deuxième partie, en fait, on a décidé de vous faire participer, que je vois ceux qui sont devant sur leur téléphone. Donc vous allez pouvoir participer à ce jeu, désolé, attention, il faut suivre. Vous allez avoir deux jeux. On va commencer par le premier jeu, et là, ce sera, plus il y en a qui participent, plus ce sera drôle, bien évidemment. Premier jeu, qui veut gagner des millions? Alors c'est facile, il y a 3 questions, 30 minutes, 10 minutes par question. Le chrono, bien sûr, je suis un peu maniaco sur les histoires de chronomètre. Première question, et donc je vais vous demander pour chaque réponse de lever la main si vous êtes d'accord avec la réponse. Pourquoi cette guerre en Syrie? Réponse A, guerre froide classique. Pas grand monde sur la guerre froide classique. Réponse 2, guerre froide islamique. Bon, a priori, il n'y a pas beaucoup de raisons, ou c'est peut-être sur la suite. Réponse 3, Vichy 2.0. Bon, a priori, il n'y a pas beaucoup de raisons d'aller faire la guerre en Syrie. Et la troisième, une histoire de plombier. Ah, on a qui bosse dans la plomberie. Très bien. Ben, écoutez, je vais vous laisser avec Philippe pour nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe en Syrie. Bien. Donc je ne dévoile pas quelles sont les propositions qui correspondent à la réponse pertinente. Je pense que sur la Syrie, les quatre raisons peuvent s'appliquer. Après, c'est une question de proportion. Ouais. Bon, tout le monde s'attendait évidemment à Obi-Wan Kenobi.
parce que c'est quand même la réponse numéro 4 en général. Donc effectivement, les 4 propositions sont des motifs de guerre actuellement en Syrie, où on va dire qu'on assiste à une sorte de concentré économique, géopolitique, ou voire même de politique intérieure américaine. Je vais faire très vite sur la guerre froide classique, puisqu'on retrouve effectivement aujourd'hui, par Syrie interposée, on retrouve donc Poutine face à l'OTAN, c'est-à-dire le Pentagone, c'est-à-dire les néoconservateurs américains qui maîtrisent la politique extérieure américaine depuis plus de 30 ans. Ils n'ont jamais lâché la main. On l'a bien vu avec M. Obama, prix Nobel de la paix et champion du monde de tir au pigeon au drone sur les ennemis de l'Amérique. Donc, nous avons aujourd'hui des provocations qui s'enchaînent à un rythme toujours plus rapide et qui sont destinées évidemment à irriter Vladimir Poutine, à l'amener éventuellement à prendre des mesures de rétorsion qui seront considérées comme un acte d'agression barbare et qui justifiera que l'Occident prenne des mesures. Bah, attendez, il y a un truc qui me trouble à ce coup, ça me revient, mais il y a 4 divisions avec blindés, hélicoptères qui viennent d'être envoyés en Pologne cette semaine. Et puis il y en a d'autres qui ont été envoyés dans les pays baltes. C'est pour l'Iran, ça, non ? Pas sûr. Donc je ne sais pas, aujourd'hui il y a la guerre aux frontières de la Pologne ou de la Lettonie, de l'Estonie. Bon, enfin bref, en tout cas c'est arrivé, c'est un fait. On commence à envoyer des troupes américaines ou des troupes de l'OTAN en Pologne, etc. Semble-t-il que ça pourrait chauffer aux frontières de l'Ukraine. Tiens, on revient dans la guerre froide classique. Puis après ça, vous avez la rhétorique du Pentagone, celle également de Hillary Clinton, qui n'arrête pas d'en remettre sur Vladimir Poutine. Je pense que tout le monde a pu le lire ou en avoir quelques échos au travers même des débats, puisque Hillary Clinton, évidemment, accuse Trump d'être quasi presque à la solde de Vladimir Poutine. Alors je t'interromps parce que je crois qu'on a des nouvelles de François Hollande, là. Je voulais peut-être un petit mot de... Oui, bon, il y a eu l'échec évidemment du sommet. La diplomatie française a voulu transformer une visite officielle avec inauguration d'une magnifique église orthodoxe tout près des Invalides en simple réunion de travail. Ça veut dire que là, Vladimir Poutine arrive en avion, il présente son passeport aux douanes françaises, ensuite il se commande un Uber où il prend le RER ligne B. Il arrive à Paris, on fait une réunion de travail, éventuellement il peut se commander un sandwich à ses frais, et après ça, il repart à l'aéroport. Donc bien sûr, cette réunion dite de travail n'a pas eu lieu, mais la France, naturellement, n'a pas voulu dérouler le tapis rouge devant M. Poutine, puisqu'aujourd'hui, la rhétorique que l'on lit aussi bien dans la presse américaine que européenne, on est de nouveau face au péril rouge. Pourtant, je pensais que le péril aujourd'hui, c'était plutôt le terrorisme islamique. Tu as parlé justement de terrorisme islamique. Qu'est-ce qu'on peut raconter sur cette guerre froide 2.0 ? Alors là, maintenant, on va passer effectivement à la guerre froide inter-islamique. Alors, je ne vais pas remonter jusqu'aux accords Sykes-Picot qui ont démantelé l'Empire ottoman en 1919. Mais enfin bon, sachez quand même que Irak, Syrie, Jordanie et Liban sont des pays qui n'existaient pas avant 1919. Ça faisait partie de l'Empire ottoman. Après ça, on a tracé des frontières. Et puis là, on a mis dans chaque espace géographique un mix de chiites, de sunnites, alors qui, tantôt se supportent, tantôt ne se supportent pas. Vous pouvez rajouter également une pincée de yézidis. Alors les yézidis, vous en avez entendu parler, il y a eu un véritable génocide
commis par Daesh, ISIS, etc. Et ce sont aussi des musulmans, hein, les yézidis, mais ils sont un peu syncrétiques. Ce sont des musulmans qui, en plus de ça, peuvent manger du porc. Les femmes ne sont pas voilées, donc ceux-là, ils ont été écrasés l'année dernière. Voilà. Donc les yézidis sont également une autre forme de musulmans. Et puis il y a les ismaéliens également. Alors vous en avez qui sont un petit peu disséminés partout, en Syrie, Irak, Iran. Alors cette carte-là, elle est intéressante parce que la coloration vous permet tout de suite de voir un petit peu comment se répartissent les... par majorité religieuse, en fait, comment la population se divise en majorité religieuse. Donc l'Iran, c'est clair, c'est le pays du chiisme. Vous avez l'Irak, où c'était un petit peu à 50-50 avant que les Américains commencent à bombarder et à chasser Saddam Hussein. En fait, maintenant, la majorité, elle est chiite, et le gouvernement de l'Irak est également chiite. Alors là, il y a un piège, c'est que l'Arabie Saoudite, on aurait dû mettre un petit peu de grisé, voilà, dans cette zone-là, parce qu'on le sait assez peu en général, mais les zones les pétrolifères les plus rentables sont en zone chiite en Arabie Saoudite. Donc si on les agaçait un petit peu trop, les chiites d'Arabie, ça pourrait éventuellement mal tourner. Et puis il y a la zone Yémen qu'on aurait pu mettre en bistre, où on a à la fois des chiites et des sunnites. Mais ce qui est amusant, c'est qu'il y a une dizaine d'années, ils étaient tous marxistes, ou quasiment, puisque le Yémen a été un des derniers pays, avec l'Albanie, à avoir un gouvernement marxiste. Bon, ce gouvernement étant tombé, on se dispute sa succession. Donc le Yémen, c'est un pays extrêmement pauvre, mais c'est quand même un pays qui peut s'agiter et coincer un petit peu l'Arabie Saoudite entre des minorités chiites au sud et une grosse majorité chiite au nord, donc Irak, Iran. Et bien sûr, il y a aussi une communauté chiite et qui est aujourd'hui on va dire protégée ou qui fonctionne en tandem avec le régime syrien en place. Donc la Syrie compte également une minorité chiite, mais qui a un poids politique important. Et c'est là que, pour comprendre un petit peu le conflit interreligieux, il faut voir qu'il y a deux axes qui essaient de se constituer. Alors le premier axe chiite, ça serait Damas, Deir ar-Zor, qui se trouve à la frontière, voilà, entre la Syrie et l'Irak. Ensuite, on a Mossoul, qu'on va aller libérer, naturellement, la fleur au fusil. Mossoul. Et Bagdad, ça passe aussi par Bagdad, puisque Bagdad est aujourd'hui un territoire chiite, en quelque sorte, politiquement. Et vous avez Téhéran. Axe Est-Ouest, ou Ouest-Est, comme vous voulez. Donc c'est l'axe chiite. Et vous avez, à l'inverse, un axe sunnite, alors qui va partir, on va dire, peut-être de Sanaa, parce que le régime qui a été déboulonné récemment était sunnite. Vous avez bien sûr l'Arabie Saoudite. Ensuite, vous avez la partie ouest de l'Irak qui est également sunnite. Vous avez la Syrie qui ne l'est pas tellement, sunnite. Et alors là, vous avez l'État islamique qui s'est créé. Et il s'est créé, je pense qu'aujourd'hui personne ne le conteste, avec le soutien financier de l'Arabie Saoudite, du Qatar, le feu vert du Pentagone, le plein soutien d'Hillary Clinton, dont les mails qui ont fuité donc rendent compte qu'elle a suivi toute l'opération de A jusqu'à Z. Et en Syrie, donc, pourrait se créer ce fameux corridor. Ça serait une sorte de, pas de califat, mais dans l'idée de la diplomatie américaine, ça serait quand même créer ce corridor sunnite qui permettrait ensuite d'aller jusqu'en Turquie. Et qu'est-ce qui pourrait emprunter ce corridor sunnite? Et là, on en revient à l'histoire des plombiers. Eh bien, des pipelines ou des gazoducs. Alors, il faut quand même que je revienne un petit peu au début pour qu'on comprenne le conflit. Là, ici, on a gisement de gaz iranien, qatari. En fait, on a découvert ça... Le plus grand du monde. Voilà, on a découvert dans les années 70
un gisement qu'on appelle le Dôme. Alors je ne connais pas le nom en arabe, mais enfin c'est un petit peu l'équivalent. North Dome pour le côté Qatar et South Pars pour le côté iranien. Voilà. Qui n'a pas été mis en production tout de suite. Il a fallu attendre les années 80-90. Et puis à un moment, on s'est dit, bon, il y a quand même beaucoup de gaz. Et évidemment, il ne va pas être absorbé par les gens de la région. Ce serait bien de l'exporter. Donc l'idée du Qatar, qui est donc côté, on va dire, occidental OTAN, c'était de se dire, on va passer le pipeline tranquillement par l'Irak, et puis on le fera passer ensuite par la Syrie. On va proposer un chécos à M. Assad, qui sera très très content d'avoir un pipeline chez lui. Par l'Arabie Saoudite, hein. Le premier tracé en 2009 faisait Qatar, Arabie Saoudite, Jordanie, Syrie, Turquie. Et donc ils avaient signé un accord avec Bachar el-Assad. Sauf que ça n'a pas plu aux Russes, qui sont l'allié quand même de la Syrie, ni aux Iraniens, qui ont l'autre côté du champ gazier. Et donc eux ont dit, bah, en fait, on va plutôt faire, nous, un pipeline qui va faire Iran, Irak, Syrie, et après on passe sous l'eau, on va directement en Europe, ce qui n'a pas plu au Qatar, ce qui n'a pas plu à la Turquie, qui touche de l'argent à chaque fois qu'il y a du gaz qui passe, et ce qui a fait que du plus grand allié de la Syrie, qui était le Qatar, hein, je vous rappelle que c'est le Qatar qui a fait venir Bachar el-Assad le 14 juillet 2008 sur les Champs-Élysées, eh bien c'est devenu son pire ennemi en quelques mois. Ouais. Alors, en plus de ça, des pauvres Iraniens, pour les empêcher de bien exploiter ce gisement offshore, il y a eu les sanctions, les fameuses sanctions. Pays voyous, pays ennemis des États-Unis. Donc, embargo sur tout le matériel de forage, offshore, etc. Donc, théoriquement, ça devrait être exploité, on va dire, à 50-50 entre l'Iran et le Qatar. Et aujourd'hui, les Iraniens, ils n'ont pratiquement pas grand-chose offshore pour exploiter tout ça. Néanmoins, ils y ont accès. Et évidemment, s'ils avaient pu ensuite l'exporter, ça aurait été un bon moyen, effectivement, de le financer. Avec les sanctions que vous connaissez, l'Iran ne pouvait plus exporter ni pétrole ni gaz vers les pays OTAN. Donc l'Iran s'est tourné, bien sûr, vers la Chine, dont il est un des principaux fournisseurs de gaz et de pétrole. Bon, ce qui fait qu'en fait, l'Iran a continué à sortir des quantités de pétrole à peu près équivalentes à celles qu'on connaissait avant les sanctions, sauf qu'au fur et à mesure, le matériel s'use, et comme on ne trouve pas les pièces pour le remplacer, ben, la production iranienne a fini par décliner, et ils espèrent la remettre à 5 millions de barils jour d'ici la fin de l'année, voire début 2017. Bon, première question. On passe à la seconde question. Qui sont les gentils et qui sont les méchants en Syrie? Réponse A, Bachar el-Assad. Ah oui, je sais pas. Bon, on va commencer par les méchants. Réponse A, Bachar el-Assad. Méchant. Réponse B, Poutine. Ah, Poutine plutôt gentil à Marseille. Parce qu'à Paris, il est méchant. Hein. Réponse C, Daesh. Très très méchant Daesh. Et réponse D, Al-Qaïda et ses alliés. Alors attention parce que ses alliés, c'est vous. Attention, question piège. Hein. Voilà. C'est Al-Nosra. Aujourd'hui, c'est Al-Nosra bon, en fait. Hein. Oui, c'est Al-Qaïda Syrie, effectivement, il fallait savoir, mais effectivement, c'est Al-Nosra. Alors on va essayer d'y voir un petit peu plus clair ensemble aujourd'hui. Et ce que je vous propose, c'est de vous afficher voilà, ce petit graphique. Ce n'est pas très compliqué. Voilà, vous avez les différentes parties, là, une quinzaine, et vous avez les relations entre eux. Voilà. Donc je vous laisse 5 minutes. Et puis après, interrogation écrite sur qui sont les gentils, qui sont les méchants. Alors quand même, je vous montre quand même l'État islamique. A priori, c'était une bonne réponse, parce qu'ils sont rouges partout. Ils n'ont pas beaucoup d'amis. Alors là, ce qui est marrant, par contre, c'est eux. Là, alors, Al-Qaïda, Al-Nosra, on a mis la traduction pour Laurent Fabius. Et on voit que eux, ils ont une relation. Alors, c'est compliqué à lire. Ah oui, avec l'opposition syrienne. Donc, ils ne sont pas
Ils ne sont pas amis, mais ils s'entendent. Et l'opposition syrienne, avec qui elle s'entend? Eh ben, elle s'entend... Ah, ça c'est nous. Ah ben voilà. Eh ben, c'était pas compliqué, il fallait nous chercher. Et donc on dit souvent, les amis de mes amis sont mes amis. Alors on va commencer notre deuxième jeu maintenant, puisqu'on va faire un petit texte à trous. Tu voulais peut-être dire un mot? Non, je te laisse enchaîner. Bon, on y va alors. C'est parti. Donc, comme la situation est compliquée, je me suis inspiré de quelqu'un d'autre, que je vais citer bien évidemment. Bachar el-Assad pour les nuls. Ouais, vous savez qu'à Paris, on a l'exposition RG en ce moment au Grand Palais. Bon, on s'est dit qu'on ne pouvait pas venir avec toutes les planches, donc on vous a amené celle-là parce que celle-là, on les aime bien. Donc, c'est Jean-Michel Yolin qui a fait cette petite bande dessinée avec les illustrations de Georges Rémy, dit RG. Et la maquette est mise en page de Frédéric Georges Roux. On les remercie. Alors, comment ça se passe? Le jeu, le jeu, c'est facile. Vous voyez, il y a un texte que je vais lire, que vous voyez tous. Et quand il y a des petits traits, c'est soit méchant, soit gentil. Donc, chacun d'entre vous, quand j'arriverai au petit trait, vous dites ce qui vous passe par le cœur. Méchant. Alors, on va faire un essai. Normalement, vous connaissez la réponse. Rappel historique. Bachar, il est méchant, Bachar el-Assad. Donc le président Bachar el-Assad qui est... J'ai tout cassé, on revient sur Bachar el-Assad. Donc le président Bachar el-Assad qui est méchant est un vilain si que son peuple s'est rebellé et que les rebelles qui sont gentils ont commencé à gagner. Et là on dit hurrah! Les rebelles, ils sont gentils, les rebelles. Mais certains sont devenus très méchants. Mais certains des rebelles ont viré un peu méchants et sont appelés l'État islamique. Les vrais méchants. Attention là-bas. Hein. Qui sont, alors, pendant que d'autres, qui sont toujours gentils, ont continué à soutenir la démocratie, bien sûr. Il y en a pour une demi-heure. Hein. Il y a 50 pages. Un album, c'est 48. Hein. Alors, les Américains, ils sont gentils, les Américains. Donc, les Américains gentils ont commencé à bombarder l'État islamique méchant et à donner des armes aux rebelles syriens gentils, afin qu'ils puissent lutter contre Bachar el-Assad, qui est toujours méchant, ce qui est une bonne chose. Les Kurdes, ils sont gentils, les Kurdes. Mais c'est les têtes de Turcs des Turcs. Par ailleurs, il y a donc un État séparatiste dans le nord tenu par les Kurdes qui veulent combattre l'État islamique, ce qui est une bonne chose. Mais les autorités turques pensent qu'ils sont méchants. Donc nous devons dire qu'ils sont méchants, tout en pensant secrètement qu'ils sont gentils et en leur donnant des armes pour lutter contre l'État islamique, ce qui est toujours une bonne chose, mais ça, c'est une autre histoire. Poutine. Pour en revenir à la Syrie, Poutine, il est méchant, Poutine. Le président Poutine qui est... Car il a envahi la Crimée et l'Ukraine et a tué beaucoup de gens, y compris avec des sushis empoisonnés au polonium, comme ce russe sympa à Londres, a décidé de soutenir Bachar, qui est toujours méchant, en attaquant l'État islamique, qui sont aussi méchants. Ce qui, en quelque sorte, est une bonne chose, n'est-ce pas? Mais Poutine, toujours. Bon, là, c'est bon, hein, j'arrête. Pense que les rebelles syriens gentils sont aussi méchants. Et donc, il les bombarde également aux grandes dames des Américains gentils, qui sont occupés à armer et à soutenir les rebelles. L'Iran n'est plus méchant. Maintenant, l'Iran qui était méchant, mais qui ne l'est plus depuis qu'ils ont promis de ne pas construire d'armes nucléaires pour bombarder Israël, va fournir des troupes au sol pour soutenir Bachar, toujours méchant, tout comme les Russes, qui ont maintenant des troupes au sol et un support aérien en Syrie. Donc, une coalition formée par Bachar, toujours
Poutine encore plus. Et les Iraniens, gentils, mais d'une mauvaise façon, vont attaquer l'État islamique, méchants, ce qui est une bonne chose. Mais aussi les rebelles syriens, gentils, ce qui n'est pas une bonne chose. Alors, je vais ouvrir une toute petite parenthèse, le temps qu'on change de page, pour préciser qu'à Riyad, on n'a pas tellement aimé que M. Obama, prix Nobel de la paix, décide de faire la paix avec l'Iran. En fait, pourquoi faire la paix avec l'Iran? Parce que c'est quand même 80 millions de consommateurs, alors qu'en Arabie Saoudite, il y en a, allez, une vingtaine, plus 5 millions d'étrangers qui y travaillent. Donc 80 millions de consommateurs, c'est pas mal, c'est pas inintéressant. Et puis, pour aller faire des affaires en Iran, on ne peut pas se pointer comme ça, surtout que c'est interdit. Hein. Si vous êtes américain, rendez-vous en Iran, vous venez avec un tampon de l'Iran. Quand vous arrivez ensuite à la Guardia ou à Kennedy Airport, on vous pose des questions, on vous embête. On perd du temps à la douane, c'est chiant, c'est pas bon pour les affaires. Donc, pour aller faire des affaires en Iran, il faut quand même faire appel à des gens qui vous facilitent la tâche. Et là, vous avez... Tout à l'heure, ça, je crois. Oui. Vous avez une fondation dont on va vous reparler naturellement. Tout à l'heure. Bon, après ce petit break, on reprend nos esprits. On a déjà fait la première moitié, plus qu'une moitié. C'est parti. Les Anglais, ils sont gentils, les Anglais. Sauf un. Et les Britanniques, évidemment, gentils. Sauf ce monsieur Corbyn, leader du Parti travailliste, qui a une tête de méchant avec sa veste en velours. Et les Américains, gentils, ne peuvent pas attaquer Bachar, toujours méchant, par crainte de fâcher Poutine, méchant, et l'Iran, gentil méchant. Gentil méchant. Et doivent à présent accepter que Bachar ne serait pas si méchant comparé à l'État islamique, qui sont super méchants. Donc Bachar, il est un peu gentil, un peu... Donc Bachar el-Assad, méchant, et probablement gentil aujourd'hui. En tout cas, meilleur que l'État islamique, mais avouons-le, même boire sa propre urine serait moins mauvais, donc pas de vrai choix ici. Et comme Poutine et l'Iran se battent contre l'État islamique, ça fait d'eux aussi des gentils. Donc les Américains, ils ne comprennent pas tout. Donc les Américains, toujours gentils, auront du mal à armer un groupe de rebelles attaqués par les Russes sans heurter la sensibilité de Poutine, maintenant gentil, et de cet ayatollah un peu cinglé en Iran, aussi gentil, et pour être forcé de dire que les rebelles sont maintenant méchants. C'est Al-Qaïda, ou tout du moins les abandonner à leur sort, ce qui conduirait la plupart d'entre eux à fuir vers la Turquie ou l'Europe, ou à rejoindre l'État islamique, les seuls à rester méchants. On arrive à la fin, là, ça sent la fin. Ah oui, mais il y a aussi des chiites et des sunnites. Donc pour les musulmans sunnites, une attaque par les musulmans chiites, Bachar et l'Iran, soutenus par les Russes, serait considérée comme une guerre sainte. Et les rangs de l'État islamique seraient alors, pour les sunnites, les seuls djihadistes combattants dans cette guerre sainte, ce qui en ferait des bons pour de nombreux musulmans. Donc les musulmans sunnites verraient également le manque d'appui de la Grande-Bretagne et de l'Amérique à leurs frères rebelles sunnites comme un genre de trahison, et c'est pas faux. Et par conséquent, nous serions considérés comme méchants. Les Américains sont méchants, et Bachar, il est gentil. Nous avons donc à présent l'Amérique maintenant méchante, et la Grande-Bretagne aussi, qui fournissent un appui limité aux rebelles sunnites, méchants, qui cherchent donc l'appui de l'État islamique, gentil, méchant, contre Bachar el-Assad, maintenant gentil, qui, avec l'Iran aussi gentil, et Poutine, maintenant très, très gentil, Poutine, tente de reprendre le pays qu'il dirigeait avant que tout ça ne commence. Voilà.
On va faire un petit topo, parce que j'ai l'impression que c'est pas facile à suivre, alors que c'est très simple. Dernière page. Résumé. Bachar, il est méchant. Les rebelles, ils sont gentils. Les rebelles sont très méchants. Les Américains sont gentils. Les Kurdes, ils sont gentils. Les Kurdes, ils sont méchants. Les Turcs, ils sont méchants. Les Turcs, ils sont gentils. Poutine, il est méchant. L'Iran est devenu gentil. Poutine, il est encore plus méchant. Les Anglais sont gentils. Poutine et l'Iran sont gentils. Bachar, il est gentil. Les sunnites et les chiites, on ne sait plus. Les Américains, on ne sait plus. Poutine et Bachar, on ne sait plus. Et pour conclure, facile, tout le monde, sauf Daesh, il est gentil. Merci. Bravo. Et on va pouvoir passer à la dernière question. Qui arme et finance les terroristes? Réponse A, les donateurs de la fondation Clinton. Un petit peu, Philippe nous en parlera. Réponse B, les propriétaires du Paris Saint-Germain. Difficile de venir à Marseille sans parler du PSG. Réponse C, notre ami Laurent Fabius, qui a loupé de justesse le prix Nobel de la paix il y a quelques semaines. Toutes nos condoléances. Et réponse D, chacun d'entre vous. Voilà. Bon, il y a beaucoup de monde qui finance. Philippe, qu'est-ce que tu veux nous dire sur la fondation Clinton? Ah oui, je vous parlais de l'Iran qui s'ouvre d'un seul coup au monde des affaires. Mais bon, il ne s'ouvre pas tout seul, il faut des intermédiaires, il faut de l'entre-gens. Et cet entre-gens est fourni contre beaucoup d'argent par la fondation Clinton, dont on estime que l'influence dans les affaires du monde, en termes de transactions générées, serait d'environ 700 milliards de dollars. Et pour être très concret, vous voulez par exemple aller vendre des téléphones en Iran, y exporter des pièces automobiles, vous voulez même éventuellement prendre une petite participation au capital d'une banque locale ou d'une compagnie de téléphone locale. Impossible. Il y a des tas d'interdits, mais avec une petite contribution à la fondation Clinton, eh bien, ces barrières sautent et, moyennant quelques subsides, on peut effectivement prendre une participation dans une compagnie de téléphone ou commencer des pourparlers pour construire une usine automobile, hein, parce que bon, Renault et Peugeot, on va s'arranger pour qu'eux n'y reviennent pas, ou très difficilement, mais avec la fondation Clinton, ça devient possible. Est-ce qu'ils ont la contribution de l'Arabie Saoudite pour la campagne d'Hillary? Oui, bon, pour l'instant, les chiffrages, on ne sait pas exactement. Alors, il y a des chiffres qui circulent, certains qui me paraissent ridicules, comme 5 millions de dollars. Bon, ça me paraît... bon, on y croit hier. De toute façon, ils n'ont pas besoin de financer en fait directement la campagne. Il suffit de participer à la fondation Clinton. Là, par contre, c'est pour faciliter les affaires aux États-Unis. Enfin, le gros des affaires et le gros des échanges entre l'Arabie Saoudite, vous le connaissez, hein, c'est pas pétrole contre nourriture, c'est pétrole contre drones, c'est pétrole contre chars d'assaut, pétrole contre missiles, et tout ça représente, depuis que M. Obama est arrivé au pouvoir, la bagatelle de 140 milliards de dollars. C'est pas ce qu'on appelle spécialement des pièces jaunes. Bon, un petit mot de vos amis du Paris Saint-Germain. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que Zlatan est parti. Et ça n'est pas que sportif, mais chaque euro conversé à Zlatan pour ses frappes de destruction massive était un euro qui n'allait pas dans la poche de Daesh. Alors, les chiffres qui circulent du financement du Qatar, donc vous l'aurez reconnu, 3 milliards de dollars en 2013 pour armer et financer les rebelles, hein, puisque les gens qui se battent, ils sont payés, hein, ils ne font pas ça pour la charité non plus. Pour un ordre de grandeur, le Qatar a acheté le Paris Saint-Germain pour 50 millions de dollars. Et donc là, en fait, ils ont investi 60 Paris Saint-Germain dans les rebelles. Donc, alors après, c'est vrai que depuis qu'ils sont Paris Saint-Germain, comme il fallait payer Zlatan, c'est plutôt 500 millions. Mais ça fait quand même 6 Paris Saint-Germain pour aider les rebelles en Syrie, ce qui n'est pas rien. Alors, on va quand même parler de Laurent Fabius, de Yves Le Drian, François Hollande.
Parce que finalement, d'où viennent les armes et les bombes d'Al-Qaïda et l'État islamique? Bizarrement, on se fait attaquer par nos propres armes et nos propres bombes. Comment ça se passe? Nous, c'est simple, on fait des contrats. Nos 2 premiers clients, c'était Qatar et Arabie Saoudite, 8 milliards d'euros d'armes entre 2010 et 2014. Et puis après, ils en font ce qu'ils veulent. Bon, il se trouve que soit ça retombe dans l'État islamique, soit ça retombe dans Al-Nosra, qui veut dire Al-Qaïda. Soit ils l'utilisent parfois aussi pour faire des bombardements ciblés au Yémen. Mais bon, nous, finalement, on n'a pas trop d'implication là-dessus. J'ai lu un truc sur Alep-Est récemment. Donc Alep-Est, c'est 200 000 personnes. En gros, c'est Al-Qaïda et les familles qui habitent là-bas. Et après, il y a quelques civils. Je crois que 60% c'est Al-Qaïda et ses familles. Et les gens disaient, nous, Alep-Est, c'est marrant parce qu'on n'est pas ravitaillés en nourriture, mais on a des armes neuves tous les jours. Voilà. Il y a du tunnel, mais il faut croire que les tomates et les pommes de terre ne passent pas dans les tunnels. Par contre, un mortier, oui. C'est ça. Et comme nous disait récemment Wikileaks par Hillary Clinton, effectivement, la paix en Syrie demain, c'est possible. Il suffit juste que Obama, Merkel et Hollande demandent à leurs alliés, l'Arabie Saoudite, d'arrêter d'armer et de financer les islamistes. Mais on va quand même parler un peu de vous aussi, parce que vous financez tous un peu à votre façon, sauf si vous êtes venus en vélo, mais j'en doute. Qui est venu en vélo? Personne. Ah, peut-être en bus ou vélo électrique, ça peut. Alors, qu'est-ce qu'on donne? Oui, on donne 10 milliards d'euros par an à l'Arabie Saoudite, quand même. C'est notre premier fournisseur de pétrole. 20% du pétrole, c'est à l'Arabie Saoudite. Bon, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Arrêter de leur acheter le pétrole, donc peut-être faire un peu de covoiturage, prendre un peu plus le vélo. Oui, ou du bioéthanol si vous voulez. Tout ce qui peut nous permettre de nous passer. On est capable de se passer de l'Iran. A priori, on est capable de se passer de la Russie, qui n'ont pas encore fait d'attentat sur notre sol. Pourquoi pas peut-être stopper un peu le financement du terrorisme sur l'Arabie Saoudite, parce que Simonus, c'est quand même, il y a quand même ONU dedans, donc c'est important de parler des droits de l'homme. Je vous rappelle que l'Arabie Saoudite, c'est quand même aujourd'hui le président du Conseil des droits de l'homme actuellement. Alors, présidence tournante, oui. Présidence tournante. Combien de décapitations en 2015? 153. 153, mais peut-être que pour 2016, vous allez être bon, parce que fin juin, ils étaient déjà à 95. Donc les 200 sont possibles. Voilà, et c'est sûr que le droit de l'homme, ils n'avaient pas mis la majuscule. Donc ils s'étaient dit que ce n'était pas pour les femmes. Bon, tant pis, tant pis. Alors, il y a quand même une petite question bonus pour vous laisser terminer cette petite session. Qui n'a pas reçu la Légion d'honneur? Alors, peut-être qu'on peut laisser Simonu répondre. Alors, réponse A, le prince héritier saoudien. Ah, il l'a eu. L'ambassadeur du Qatar. Il l'a eu. Laurent Fabius. Ah, il l'a eu. Eh ouais, c'est con. Obi-Wan Kenobi. Je pense qu'il a eu peut-être avant le sang contaminé, d'ailleurs. Parce qu'après, ça aurait été plus difficile. Et réponse D, Coluche. Sur ces bonnes paroles de Coluche, si on voulait me donner la Légion d'honneur, j'irais la chercher en slip pour qu'il ne sache pas où la mettre. Merci. Alors, maintenant qu'on vous a expliqué un petit peu le schéma des gentils et des méchants, on n'a pas parlé de la Turquie, néanmoins, qui a pendant longtemps contribué au financement de Daesh en absorbant son pétrole par ce qu'on appelait des trains de camions. Il y a eu un revirement de la Turquie. On lui a rappelé à un moment que c'était un membre de l'OTAN. Il faut peut-être arrêter effectivement de financer indirectement Daesh. Bon, Erdogan a fini par obtempérer. Il s'est montré un petit peu plus proactif, plus sensible aux arguments de l'OTAN, jusqu'au moment où il a descendu un avion russe. Bon, ça crée un incident. Là-dessus, Poutine a fourni des missiles solaires qui ont permis de dégommer 4 hélicoptères turcs qui survolaient le Kurdistan.
Donc finalement, on s'est dit, on va peut-être arrêter le massacre, c'est comme dans les tontons flingueurs. Le temps serait plutôt à la diplomatie. Et l'accord qui vient d'être conclu avec Vladimir Poutine, c'est que un tuyau, tiens, on en revient toujours à ces histoires de plomberie, un tuyau pourrait venir de la Caspienne, traverser la Turquie et alimenter l'Europe. Alors je vous rassure, ça fait longtemps que des tuyaux partent de la Russie ou de la Caspienne pour nous alimenter en gaz. Mais l'idée, ce serait quand même de faire le tour de l'Ukraine, parce que là, on a quand même l'impression qu'en Ukraine, ça risque de chauffer à un moment ou à un autre. L'autre raison qui fait que M. Poutine et M. Erdogan ont peut-être des intérêts, en tout cas intérêt à s'entendre, c'est que M. Poutine ne voudrait quand même pas qu'un jour ou l'autre, l'OTAN décide qu'on ferme le Bosphore. Là, si jamais l'OTAN prenait cette décision-là, ça serait le début de la Troisième Guerre mondiale. Il faut quand même le savoir. Donc on peut penser maintenant que M. Erdogan, membre de l'OTAN, si on lui disait « tu fermes le Bosphore », il ne va pas forcément le faire. Et puis M. Erdogan, il va être un peu agacé parce que là, il redoute comme tout la création d'un Kurdistan, alors qui engloberait le Kurdistan syrien, le Kurdistan iranien et le Kurdistan qui occupe donc l'est de la Turquie. Et pour l'instant, les Américains ont décidé d'armer le Kurdistan, d'armer les Peshmerga, ceux que l'on a vus, je vous en parlais tout à l'heure au journal de 20h, qui partaient la fleur au fusil, bombardés de bonbons et de morceaux de coton, les méchants barbus. Voilà. Donc ça se complique, mais il y a quand même une constante dans tout ce qu'on vous a décrit, c'est que il y a une escalade et elle est menée de façon tellement habile et tellement systématique, et couverte en plus de ça par une propagande qui est tellement violente contre Vladimir Poutine dans tous les médias occidentaux, qu'il y a vraiment la montée d'une stratégie d'affrontement avec la Russie, tandis que nos amis chiites et sunnites, le calcul des Américains, c'est qu'ils pourraient se combattre pendant encore des décennies. Donc pour les ventes d'armes, là, c'est absolument tout bénef. Et je conclurai quand même en disant que si la Syrie a été déstabilisée après la Libye, après la Tunisie, revenons-en également aux déclarations d'Hillary Clinton, tout cela fait quand même partie d'un plan de déstabilisation des dictatures laïques du Proche-Orient et autour de la Méditerranée. Vous remarquerez donc que c'était d'abord des dictatures laïques, et depuis que les laïcs ont été soit chassés du pouvoir, soit réduits à l'impuissance, eh bien on est dans le conflit interreligieux, dont évidemment l'industrie de l'armement américaine tire le plus grand profit.